Bonjour. Alors, la philosophie, on a souvent l'image de vieux textes un peu poussiéreux, de statues imposantes et de questions qui n'en finissent pas. Mais si la véritable histoire de la philosophie était en fait bien plus vivante, beaucoup plus diverse et bien plus utile dans nos vies qu'on ne l'imagine. Allez, on va plonger ensemble pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce grand mot. On va commencer par la base, évidemment. C'est quoi la philosophie au fond? La réponse, vous allez voir, est peut-être un peu surprenante. Ce n'est pas juste une matière scolaire, c'est avant tout une manière d'être au monde. Rien que le mot nous donne un indice énorme. En grec, philosophia, ça veut dire l'amour de la sagesse. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette idée d'amour, de quête, de désir. Un philosophe, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui a la sagesse, mais quelqu'un qui la cherche tout le temps. C'est Socrate qui disait, lui qu'on considérait comme le plus sage d'Athènes, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». La philosophie, c'est donc ce mouvement, cette recherche de sens qui ne s'arrête jamais. Et quand on raconte cette histoire, on a l'impression de voir toujours les trois mêmes têtes d'affiche. Le fameux trio, Socrate, Platon, Aristote. Les pères fondateurs, l'équipe de choc de la pensée occidentale. Et leur héritage est absolument immense, ça, on ne peut pas le nier. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment ça toute l'histoire? Est-ce que ces grands noms ont vraiment tout inventé, tout seuls dans leur coin? En se focalisant uniquement sur eux, on risque de passer à côté d'une partie cruciale du tableau. En fait, le récit qu'on nous raconte habituellement a complètement invisibilisé des figures absolument clés, en particulier des femmes qui ont pourtant joué un rôle majeur à leur époque. Prenez Aspasie de Milet, par exemple. Elle n'était pas juste la compagne de Périclès. Non, c'était une philosophe, une prof de rhétorique et de sciences politiques. Son salon, c'était le centre intellectuel d'Athènes. Tout le monde y allait, y compris Socrate lui-même, qui apparemment aurait été l'un de ses élèves. Rien que ça. Ou encore Hipparchia de Maronée. Alors elle, c'est une figure carrément radicale. Elle a fait le choix de vivre une vie de philosophe cynique, c'est-à-dire en rejetant toutes les conventions sociales. Il y a un fragment célèbre où elle dit qu'elle a préféré l'étude au rôle traditionnel de la femme, qu'elle a laissé sa navette sur le métier pour se consacrer à la pensée. C'était un choix absolument révolutionnaire pour l'époque. Et comment ne pas parler d'Hypatie d'Alexandrie? C'est une philosophe néo-platonicienne, brillante, mais aussi une astronome et une mathématicienne hyper reconnue. Elle dirigeait sa propre école de philosophie, mais son influence et ses idées dérangeaient. Elle a été assassinée brutalement par une foule, ce qui en a fait une véritable martyre de la philosophie et du savoir libre. Cette histoire cachée nous montre que le paysage est beaucoup, beaucoup plus riche qu'on le croit. Mais ça nous amène aussi à une question plus fondamentale. Au-delà des personnes, d'où vient vraiment la philosophie? Sa naissance, ce n'est pas juste une histoire de grands noms, c'est l'histoire d'une transformation radicale de la pensée humaine. Et ce tableau l'illustre parfaitement. On parle souvent du passage du mythos au logos, du mythe à la raison. En réalité, c'est un peu plus subtil. C'est le passage d'un type de logos à un autre. Le logos mythique, lui, il explique le monde avec des histoires traditionnelles, des généalogies de Dieu. Sa logique est ambivalente. Une chose et son contraire peuvent coexister. Le logos philosophique, lui, c'est une pensée nouvelle, individuelle, qui cherche des causes naturelles, presque mécaniques, avec une logique bivalente. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps. C'est une toute nouvelle façon de décortiquer le réel. D'accord, mais alors, comment ce nouveau logos s'allume-t-il en nous? Le philosophe Karl Jaspers a très bien montré que la philosophie, ça ne naît pas dans une salle de cours. Ça naît de trois expériences humaines très profondes, trois étincelles en quelque sorte. La première, c'est l'étonnement, ce que les Grecs appelaient le taumazein. C'est l'émerveillement d'un enfant qui demande pourquoi devant le monde. La deuxième étincelle, c'est le doute, le courage de tout remettre en question, même nos certitudes les plus solides. Et la troisième, c'est le bouleversement existentiel, les grandes épreuves de la vie, la maladie, la perte, tous ces moments qui nous forcent à nous demander « mais à quoi bon tout ça ?» Et pour vraiment saisir la puissance du doute, il n'y a rien de mieux que cette question du sage chinois Zhuangzi. Un jour, il rêve qu'il est un papillon, et à son réveil, il se demande « est-ce que je suis un homme qui a rêvé qu'il était un papillon, ou est-ce que je suis un papillon qui est en train de rêver qu'il est un homme ?» Voilà, cette question nous plonge direct dans le vertige de l'interrogation philosophique. Toutes ces expériences brutes, l'étonnement, le doute, le bouleversement, finissent par prendre la forme de grandes questions intemporelles. Et c'est un philosophe, Emmanuel Kant, qui a réussi à les structurer de la manière la plus claire et la plus efficace possible. La toute première grande question, c'est « que puis-je connaître ?» Là, on est dans le domaine de la connaissance, de la vérité. Quelles sont les limites de notre cerveau, de notre raison? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait? La deuxième, « que dois-je faire ?» Ça, c'est le cœur de la morale, de l'éthique.
Comment bien agir? C'est quoi une vie juste, une vie bonne? Et enfin, la troisième, que m'est-il permis d'espérer? Cette question-là, elle ouvre sur la quête du bonheur, sur le but de notre vie, sur le sens de notre existence. Et tout ça nous amène à une dernière idée, qui est peut-être la plus transformatrice de toutes. Elle nous vient du penseur Pierre Hadot, et elle redéfinit complètement ce qu'était la philosophie pour les anciens. Le point crucial, il est là. Pour les anciens, la philosophie, ce n'était pas un ensemble de théories à apprendre par cœur. C'était un exercice spirituel, une pratique de tous les jours pour sculpter sa propre vie, pour devenir meilleur, pour apprendre à être indifférent à la gloire ou à la fortune. C'était un véritable art de vivre. Donc, au final, la véritable histoire de la philosophie nous apprend peut-être ça. Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est d'apprendre à vivre avec les bonnes questions. De continuer à cultiver cet étonnement, ce doute et cette quête de sens. La vraie question, en fin de compte, c'est de se demander quelles sont les nôtres, quelles sont les questions qui animent notre propre recherche. C'est peut-être précisément là que commence, pour chacune et chacun d'entre nous, la philosophie.